Bonjour à tous. Donc pour continuer pour vous cet après-midi de cours, je vous propose qu'on aborde une thématique un peu atypique et qu'on sorte de la théorie pure pour aborder la thématique donc de mieux vivre le séjour en réanimation. Alors, ça vous rappelle un peu quelque chose. Quand on est patient en réanimation, ça ressemble un peu à ça. Et pourquoi pas, ça pourrait ressembler à ça, au moins de temps en temps. On n'y est pas encore tout à fait, en tout cas pas au quotidien. Et le cours que je vous propose est en fait basé sur une conférence de consensus qui a maintenant 10 ans, de la SRLF et de la SFAR, avec comme thème « Mieux vivre la réanimation ». Et les éléments qui constituent cette conférence de consensus sont ceux qui vont se dérouler au cours du plan de secours. Premièrement, quelles sont les barrières au mieux vivre en réanimation pour les patients, pour les familles? Comment améliorer l'environnement? Quels soins permettent de mieux vivre en réanimation? Quelle stratégie de communication adopter? Et comment personnaliser un processus décisionnel? Là, je serai assez brève là-dessus parce qu'il y a déjà quand même pas mal de choses à aborder dans les premiers points. Donc les barrières au mieux vivre en réanimation pour les patients, certaines on les imagine assez facilement. La lumière, le manque de sommeil, la douleur, c'est des choses dont on se rend compte très facilement au quotidien. Le bruit, même si on en a la notion que c'est quelque chose d'important, il y a des choses qui sont recommandées, avec notamment un objectif de l'Organisation mondiale de la santé, de moins de 45 décibels le jour et moins de 35 décibels la nuit. Alors pour se représenter un petit peu, je vous ai mis des échelles là, vous ne voyez pas forcément très bien dans la salle, mais moins de 45 décibels, c'est bureau tranquille. Et 35, on est sur chambre à coucher. Bon, parfois, on est plutôt, nous, sur marché animé, salle de classe bruyante. Et là, on est... Salle de classe bruyante, c'est 70 décibels. Voilà. Les études montrent que le niveau sonore moyen en réanimation, c'est 60 décibels. Et autant de nombreux efforts sont faits au niveau environnemental pour ajuster les lumières, et individuelles, hein, de tout un chacun, pour ajuster les lumières entre le jour et la nuit, autant on sait que ce niveau sonore moyen, en fait, il varie peu entre le jour et la nuit. Alors, il y a des facteurs humains, il y a des facteurs techniques, il y a les alarmes, il y a les machines, on vient de le voir, mais c'est une réalité dont il faut qu'on prenne conscience, et pour réfléchir et sur les moyens humains et sur les moyens techniques aux modalités d'adaptation. Donc les barrières, c'est aussi les aspirations trachéales, la soif, les contentions, on va y revenir. Et notre risque, c'est de faire du patient un objet de soin désincarné. Quelques diapositives pour vous parler de la dyspnée. La dyspnée, comme vous le savez, c'est une expérience subjective d'inconfort respiratoire composée de sensations qualitativement distinctes et variant en intensité. Donc ça, c'est une définition très théorique. Mais en fait, il y a plusieurs mécanismes intriqués dans cette dyspnée. Il y a la composante de soif d'air, et ça, on a prouvé qu'elle était essentiellement liée à l'hypercapnie, et d'effort inspiratoire excessif, qui là est plutôt lié à une inadéquation entre les besoins mécaniques et le niveau d'aide inspiratoire, parce que je vais y venir, je parle là de dyspnée chez les patients ventilés. Son évaluation, elle est complexe et déjà dans des services de médecine de façon classique et encore plus en réanimation chez nous. On peut utiliser de façon très simple en fait une échelle EVA dont on se servirait pour la douleur, mais au lieu de demander quel est votre niveau de douleur, on pourrait dire quel est votre niveau de difficulté respiratoire, quel est votre niveau de soif d'air. Voilà, de dyspnée, les gens ne comprennent pas forcément toujours. Et puis il existe des échelles d'hétéroévaluation validées. Alors ces échelles un petit peu complexes, enfin c'est pas très complexe, mais je vous en ai mis le score là. C'est très pratique pour les études, pour avoir des groupes de malades homogènes, mais c'est pas forcément un outil du quotidien. En tout cas, il faut retenir que l'EVA, ça pourrait être déjà quelque chose qu'on pourrait intégrer à notre évaluation, et c'est un paramètre peu quantifié dans son évaluation au quotidien. Il y a actuellement des projets d'évaluation en se servant d'intelligence artificielle.
Et notamment, il y a un projet qui est financé par la Fondation pour la recherche médicale sur l'équipe du service de réanimation médicale à la Pitié-Salpêtrière du professeur Demoule, pour se servir de l'intelligence artificielle pour analyser ces différentes composantes, pour analyser la crispation du visage, le recrutement des muscles respiratoires accessoires, et pour peut-être être une aide, c'est en développement, à l'évaluation de cette dyspnée, à la détection de cette dyspnée pour les soignants. La prévalence, c'est 50 à 75% des patients ventilés. Donc là, on parle de ventilation chez les patients intubés ou trachéotomisés, mais aussi en VNI. C'est énorme. Et au décours de l'AREA, quand on a expérimenté une sensation de dyspnée, c'est des souvenirs qui sont extrêmement persistants. Et 34% de patients qui sont passés en réhab se souviennent de la suffocation à cause de la sonde. 22% décrivent ce souvenir qui n'ont pas assez d'air. Donc c'est un impact majeur, à la fois qui se manifeste par l'adaptation comportementale, et cet impact augmente la durée de la ventilation mécanique, augmente la durée de séjour, et en plus de la dimension sensorielle dont je vous ai parlé. Là, je résumais l'étude, je vous résumais ici une des études qui s'est intéressée à ça, et de regarder, donc là vous voyez, il y avait 47% de patients qui, sur une échelle de VA, décrivaient de la dyspnée dès que la première communication était possible, et ils ont proposé, pas juste de l'évaluer, mais d'essayer d'améliorer les réglages du ventilateur, on va y venir juste après, et cette modification des réglages du ventilateur améliorait la sensation de dyspnée chez déjà 35% des patients. Donc c'est pas inéluctable, mais c'est quelque chose qu'on observe, mais qu'on ne quantifie que peu souvent, et pour lequel on ne propose pas toujours des adaptations. Ah bah oui, il a du mal à respirer avec la VNI, ouais, la séance de VNI, ça a été dur. Ça soufflait trop, voilà. Ou alors on ne sait pas forcément très bien, mais il n'a pas supporté, etc. On a probablement des ajustements possibles. Donc là, c'était toujours cette même équipe qui travaille sur la dyspnée, qui proposait d'activement rechercher cette dyspnée et de la quantifier en se servant simplement d'une échelle visuelle analogique. De regarder si c'était un problème parmi les problèmes les plus classiques qu'on connaît. Donc par exemple, un problème de résistance dans le tuyau avec des sécrétions bronchiques qu'il faut aspirer. Ça évidemment, c'est votre quotidien, vous le connaissez bien. Un problème de bronchospasme qui va passer avec un aérosol. De savoir s'il y a une complication, par exemple un pneumothorax, etc. Évidemment, ça va être source de dyspnée, ou parce qu'il se passe une aggravation de l'hypoxémie, etc. Et puis regardez, la ventilatory drive, c'est la fréquence respiratoire du patient quand il a une ventilation spontanée, et voir si c'est influencé par de la fièvre, par de l'anémie, par de l'acidose, sur lesquelles on pourrait jouer pour limiter cet impact sur la fréquence respiratoire, et regarder ce qu'on fait moins souvent, les réglages du ventilateur. Et par exemple, on sait que si on augmente le débit inspiratoire, donc vous le voyez souvent en VAC, ce débit inspiratoire, au-dessus de 60 litres par minute, il y a moins de dyspnée. Que si on passe d'un mode en VAC à un mode en VSL, il y a moins de dyspnée. Que si on adapte la PEP pour les gens qui sont en insuffisance respiratoire chronique au niveau de PEP qu'ils ont de façon intrinsèque, on diminue la dyspnée. Tout ça pour dire, la dyspnée c'est fréquent et on a le moyen de la quantifier avec des outils simples. Et peut-être que ça peut découler sur des modifications thérapeutiques. Rapidement aussi, ce score IPREA a été développé par une équipe de réanimation pour ensuite identifier les inconforts qu'on peut séparément trouver comme minimes et réfléchir à des leviers d'action pour ces inconforts. Et donc, il s'intéressait au manque de sommeil, estimé à 35%, à la soif, décrit chez 32% des patients, à la faim, à la présence des perfusions, etc. Et vous allez voir, je vais y reparler après sur ce qu'on peut faire comme soin. Ils ont repris ce score-là, ils ont proposé à partir de ça un protocole dans leur service, en ayant identifié quelles étaient les sources d'inconfort pour le patient et en les prenant les unes avec les autres pour proposer des actions. Ça, c'était des exemples des barrières pour les patients. Quelles peuvent être les barrières au mieux vivre en réanimation pour les familles?
La réanimation dans laquelle on travaille, un milieu étranger, technique, qui en plus est lié à une gravité d'état de santé de leurs proches. Et ils ont des sentiments qui peuvent parfois être très ambivalents. Ils ont peur pour leurs proches, ils ont peur de la mort, ils ont parfois peur qu'on ne fasse pas tout, ou peur qu'on fasse trop et qu'on aille jusqu'à l'obstination déraisonnable. Ils ont peur de prendre des décisions, qu'on leur demande de prendre des décisions, et ils ont aussi peur de tout laisser entre les mains de l'équipe des soignants. Ils ne se sentent pas toujours respectés, parce que beaucoup rapportent qu'on n'a pas assez de temps à leur accorder, que les visites sont restreintes, qu'ils ont déjà observé des regards fuyants. Un séjour d'un proche en réanimation est source de problèmes d'argent, parce que c'est un arrêt de travail pour le patient, qui est parfois celui qui assure le revenu du foyer, mais c'est l'arrêt de travail pour les proches. On peut exacerber des conflits intrafamiliaux. Et le groupe Famiréa, qui est un groupe de soignants de plusieurs réanimations et qui travaille depuis longtemps sur toute cette thématique-là, a analysé chez les familles quel était leur état psychologique à la sortie du patient et à 3 mois, en recherchant des états d'anxiété, de dépression ou la présence d'un syndrome de stress post-traumatique. PTSD en anglais et en abréviation. Si le patient est vivant à la sortie, on retrouve quand même des signes d'anxiété chez 72% des familles. C'est un petit peu augmenté évidemment quand le patient est décédé. Il y a des signes de dépression qui sont présents dès la sortie du patient chez les familles. Et ces signes de dépression, ils augmentent de façon drastique à 3 mois. Pour le patient sorti vivant, une famille sur 2 présente des signes de dépression. Donc il faut qu'on pense aux familles. Et c'était pas eux dans le lit de réanimation, c'est pas eux qui ont eu les bronchoaspirations, les dyspnées, etc. dont on vient de parler, et pour autant, ils ont du stress post-traumatique défini, comme pour initialement c'était développer ce concept pour les traumatisés de guerre, ils ont du stress post-traumatique. Chez 70% des familles à 3 mois, un patient décédé dans cette étude-là. Donc mieux vivre pour les familles, on sait que beaucoup n'ont pas forcément la compréhension du réel motif d'admission en réanimation, et que ces manques de compréhension, en fait, c'est souvent dû à une communication défectueuse. On l'a vu, ils sont vulnérables sur un plan psychologique, mais ils sont aussi vulnérables sur un plan somatique. Et on sait que l'hospitalisation d'un conjoint, c'est un surcroît de décès jusqu'à 5%. Et le décès d'un conjoint entraîne pour soi-même un surcroît de décès de 20%. Donc l'impact pour les familles il est important aussi. Et ça vous est peut-être déjà arrivé, mais sur des annonces de mauvaises nouvelles, sur des premiers entretiens, d'avoir des proches qui présentent des douleurs thoraciques, des attaques de panique, enfin des réels problèmes somatiques associés aux mauvaises nouvelles qu'on leur apporte. Alors comment améliorer l'environnement? Je vous avais parlé rapidement du score IPREA qui cherchait à d'abord quantifier dans un service quelles étaient les sources d'inconfort. Ils ont pris toutes ces sources et ils ont proposé des mesures correctrices. Alors les sources, vous allez voir, et les mesures correctrices proposées, ce sont des choses à la portée de tous. Lumière, mettre à disposition une lampe de poche par chambre pour la surveillance nocturne pour les soignants et les médecins. Activer l'éclairage de nuit sur le ventilateur. Fermer les stores ou les rideaux, diminuer l'intensité de la lumière. Lit, expliquer régulièrement le fonctionnement du lit au patient, pour qu'il puisse garder l'autonomie et la dignité. Soif, demander au moins une fois par jour au patient conscient s'il a soif. Je vous ai dit, c'est pas la nouvelle molécule à 10 000 €. Hein. C'est des choses très basiques. Et donc ils ont pris chaque item qu'ils avaient identifié comme fréquent chez leurs patients. Ils ont proposé ces mesures correctrices en tant que protocole, c'est-à-dire que pour tous nos patients, on recherche tous ces items-là, on propose toutes ces solutions-là. Et ils ont fait cette étude dans 34 réanimations françaises. Ils ont réduit le score global d'inconfort de façon significative, de moins 7 points. En tout cas, ça fonctionne. Des petits moyens, mais appliqués de façon systématique et identifiés par rapport à des sources d'inconfort réelles, cela fonctionne. Quels soins permettent de mieux vivre? Il y a tous les éléments de bonne pratique qu'on fait au quotidien, sur la prise en charge de la douleur. Ce qu'on fait peut-être un peu moins fréquemment et de façon un peu moins systématique, c'est d'avoir une stratégie pour rechercher, traiter, prendre en charge le délirium de réanimation.
On sait que les stratégies de réduction de la sédation, de réhabilitation précoce, permettent de mieux vivre le séjour en réanimation. Et là, je vous ai rajouté l'évaluation de la dyspnée. Et puis, il y a quelques soins moins classiques sur lesquels on va un peu revenir là. Nous, on a proposé maintenant, il y a presque 2 ans, de faire d'un coup plusieurs soins un peu différents en même temps dans notre service. On a élargi nos horaires de visite en 24 heures sur 24. On a tenté d'utiliser le casque de réalité virtuelle, comme vous l'avez vu au tout début. On a proposé un journal de bord, on va y venir. On a proposé des sorties thérapeutiques, je vais y venir aussi. Et d'utiliser une feuille de communication pour faire nos entretiens familiaux. Les visites 24 heures sur 24, je ne sais pas si dans les services de réanimation que vous connaissez, ça se fait, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent. À l'instauration, il y a toujours des craintes de la part des soignants sur l'interférence dans la prise en charge, sur l'organisation des soins, sur l'intimité, sur l'adaptation architecturale. Il y a certaines contraintes, mais on sait qu'il y a des avantages potentiels sur la diminution de l'anxiété, de la confusion et de l'agitation du patient, sur la qualité et la sécurité des soins, sur la satisfaction et l'anxiété des proches, et sur l'amélioration globale de la qualité de la communication. Alors nous, comment on s'est adapté 24 heures sur 24, ça ne se fait pas du jour au lendemain et ça ne se fait pas sans adaptation. On a proposé de s'inspirer un petit peu des plannings d'attente potentiels en leur expliquant aux familles qu'on avait des plages dans la journée pendant laquelle ils allaient probablement attendre. C'est-à-dire qu'ils pouvaient venir n'importe quand, mais qu'on ne pouvait pas dormir sur place parce qu'on souhaitait essayer de respecter le sommeil des patients. Et d'ailleurs, je pense que par la même occasion, ça permet de respecter le sommeil des proches aussi, qui parfois, par un investissement majeur, en viennent à oublier eux-mêmes de se reposer. Il y a des moments de transmission paramédicale pour lesquels c'est important d'essayer qu'il n'y ait pas trop de familles en même temps et qu'on ne peut pas gérer et les familles, et le bruit dans le couloir, et les transmissions paramédicales. Que nous, sur la matinée, alors avec les adaptations à 12 heures, on va peut-être revoir ça, mais on avait beaucoup de soins, notamment de pansements, assez lourds. Donc voilà, on a proposé une adaptation locale. Sur le journal de bord, c'est un concept qui est développé déjà depuis plus de 40 ans, qui vient d'initiatives infirmières de pays scandinaves. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, ou après on aura un petit temps d'échange si vous voulez. L'objectif, c'est de construire la temporalité du passage en réanimation, de replacer le patient dans le monde qui l'entoure, de marquer une certaine forme de continuité de la vie, d'exprimer les sentiments et les émotions pour toutes les personnes qui écrivent dans le journal, de partager sa présence, son soutien et son engagement auprès du proche. Pour les soignants, c'est aussi un moteur pour transmettre des émotions et transmettre la relation établie avec le patient et avec l'entourage au cours du séjour en réanimation, et ça renforce les liens. Rapidement, quelques études. Il y a des bénéfices prouvés sur des études de petits effectifs pour les patients et pour les soignants. Et pour essayer de répondre à un peu plus grande échelle, cette étude parue maintenant l'année dernière dans le JAMA reprenait la mise en place d'un journal de bord dans 35 réanimations françaises pour tous les patients qui étaient ventilés pendant plus de 48 heures. Et là, pour essayer de voir l'effet du journal de bord, c'était pas des choses un peu sur amélioration, sur satisfaction, amélioration de la communication, c'était regarder ce syndrome de stress post-traumatique dont j'ai commencé à vous parler au début, et sa prévalence à 3 mois. Malheureusement, cette étude ne montrait pas de réduction de la survenue du syndrome de stress post-traumatique avec l'utilisation du journal de bord. Ils ont avancé plusieurs hypothèses au fait de ne pas avoir mis en évidence de différence. Mais quand on regarde les incidences, ils avaient bien 50% des patients, là c'est le syndrome de stress pour les patients, 50% de leurs patients dans le groupe qui avaient le journal de bord, 60% dans le groupe qui n'avait pas le journal de bord. Donc, ce syndrome de stress post-traumatique, c'est une réalité et c'est une incidence élevée. Quelle est notre adaptation locale? Je vous en présente un peu le format. Nous, initialement, on avait prévu de le proposer à tous les patients qui étaient adultes et dont on pensait que l'hospitalisation serait de plus de 72 heures, parce qu'on a parfois des séjours très courts. Et évidemment, s'il n'y avait pas de proche disponible, s'il y avait une barrière de la langue ou un déficit sensoriel, on ne proposait et on ne propose pas le journal de bord.
Il y a une petite présentation de l'objectif du journal. Tac. Non, il ne veut pas. Je passe à la suivante. Et après, on présente un petit peu le service, et ensuite, les proches, les soignants, écrivent dans le journal de bord, et à la fin, c'est remis à la famille. Là, je vous ai mis quelques extraits. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve sur des articles concernant le journal de bord. Voilà, c'est des petits exemples de paroles de soignants. Et voilà, je voulais juste vous les rapporter un peu. Cela fait maintenant quelques nuits que je m'occupe de toi. Il est difficile pour moi de voir un jeune homme de ton âge dans ce lit. Nous te changeons tes draps, te rafraîchissons, nous te massons et nous attendons. Je pense à ta famille que je ne connais pas encore et pour qui la vie doit être bien chamboulée. Bon courage à eux. Donc c'est pas tout à fait du domaine de la transmission. C'est à peu près les seules choses qu'on a l'habitude d'écrire ou d'informations dans le dossier médical. C'est vraiment un registre complètement différent. Alors au début, voilà, certains ne sont pas très à l'aise avec cet outil, d'autres sont très à l'aise pour manifester leurs émotions, les traduire. Et nous, c'est un peu les soignants et beaucoup les familles qui s'approprient cet outil. Là, je vous ai mis d'autres extraits, et puis les médecins écrivent aussi de temps en temps. Je prends la plume dans ce cahier pour la première fois. Pas facile d'écrire ici quand on est soignant et en même temps inquiet pour un patient. Et c'est peut-être que parce que vous progressez que je me décide à écrire enfin. Autre chose, le casque de réalité virtuelle. C'est un objet qui est devenu quand même pas dans toutes les maisons, mais qu'on commence à voir de plus en plus fréquemment. Et on s'est dit qu'on pouvait essayer d'évaluer la faisabilité d'utiliser le casque de réalité virtuelle pour les patients en réanimation. Donc on a fait une première étude que je vous présente là sur est-ce que c'est faisable de passer donc, ils avaient uniquement un paysage un peu dynamique, mais il n'y avait pas d'interaction évidemment à faire avec le casque de réalité virtuelle. Et on a regardé s'il y avait des effets indésirables. Et on a essayé d'évaluer la satisfaction des patients. Donc on a pris des patients qui étaient conscients, qui étaient là depuis plus de 2 jours et qui étaient peu sédatés. Évidemment, il ne fallait pas qu'ils soient confus, qu'ils refusent, qu'ils soient épileptiques ou aveugles. Et on a fait des séances de 20 minutes et avec des mesures d'hygiène qu'on a validées par l'équipe d'hygiène. Donc une petite Charlotte, un petit masque qu'on mettait, et donc il n'y avait pas d'interaction directe avec le casque, et on pouvait faire une désinfection complète. Et on a recueilli un petit peu des paramètres hémodynamiques et recherché s'il y avait des nausées-vomissements, parce que toutes ces images qui défilent quand on est post-opératoire de chirurgie digestive, est-ce que ça suscite plus d'effets indésirables? On n'en a pas retrouvé, et là vous voyez, on a essayé donc, chez des patients intubés, mais peu sédatés et communicants, chez des patients en ventilation spontanée. Et l'objectif, c'est maintenant d'étendre ça, maintenant qu'on a prouvé la faisabilité, à l'utilisation, par exemple, pendant les soins douloureux, pour un petit peu essayer d'extraire l'attention du patient sur des réflexions de pansement, sur des poses de drain, sur des poses de cathéter. Dans le service et sur le secteur d'anesthésie, ça a été utilisé justement pendant les techniques d'anesthésie loco-régionale, au bloc d'orthopédie, avec un critère de satisfaction et de diminution de l'anxiété retrouvée chez les patients chez qui on avait ça. Je vous ai parlé de la sortie thérapeutique. Alors encore une fois, on a essayé de formaliser les choses, mais si on le dit en 2 mots, c'est juste aller se balader avec le patient dehors, au soleil, s'il fait beau, de pouvoir éventuellement voir sa famille dehors, notamment quand il y a des familles nombreuses, quand il y a beaucoup d'enfants. Voilà, et on a mis quelques critères de sécurité pour que ça se fasse de façon standardisée, de façon correcte, et on arrive à l'organiser un petit peu moins en période d'hiver, un petit peu moins en période de travaux dans l'hôpital Saint-Antoine qui nous réduisent les espaces verts, mais on va végétaliser notre terrasse pour pouvoir les faire sortir sur la terrasse. Évidemment, il faut respecter les règles de transport du patient, et ça implique qu'il y ait du temps médical et paramédical pour assurer ce transport, donc c'est pas garanti et c'est fait de façon ponctuelle. Quelle stratégie de communication? Ça peut être basé sur plusieurs éléments. On va parler d'information aux patients et à la famille, de livret d'accueil, d'entretien standardisé, d'entretien de sortie, et de la possibilité des entretiens à distance. Tout simplement, on a un livret d'accueil qui présente
la composition de l'équipe, les modalités de visite, un peu de lexique sur les termes techniques de la réanimation, un plan, des numéros de téléphone. On essaye de le remettre à tous les proches dans les 24 premières heures. Entretien standardisé, on avait proposé en même temps toutes nos mesures une fiche d'aide aux éléments qu'on peut aborder dans un premier entretien quand on rencontre la famille. Cet entretien, on essaye de faire en sorte au maximum qu'il se passe en équipe soignante avec médicale et paramédicale. Et on a listé tous les items. Alors, c'est pas forcément pour prendre la feuille avec soi pendant qu'on va faire l'entretien et puis mettre des petites croix dans les cases, mais c'est pour éventuellement consulter avant ou après et se dire « Ah ben sur ce premier entretien, on a pu aborder ça, ça, ça et ça, et puis ben, la situation ne se prêtait pas à aborder tel autre item, et donc si on le mettait dans le dossier, les suivants pouvaient voir « Ah ben ça a déjà été abordé, on peut peut-être revenir dessus et se baser sur les infos qu'ils ont déjà eues. Ça, ils n'ont jamais abordé après l'existence de directives anticipées, d'informations sur l'avenir du patient, ça n'a jamais été abordé, on peut l'aborder dans un prochain entretien. » Un de nos projets actuels, qui va, je l'espère, se développer dans les semaines à venir, c'est l'accueil des enfants en réanimation. Donc on est en train d'élaborer un protocole local pour favoriser l'accueil, avec des équipes motivées d'infirmiers, d'aides-soignants, avec l'équipe de psychologues. Alors nous, on n'a malheureusement pas de psychologues rattachés au service, mais on a fait appel à tous les psychologues qu'on trouvait autour de nous pour qu'ils nous établissent un emploi du temps de psychologue recours si on avait des soucis. Et pour qu'on organise, qu'on formalise le déroulé d'un premier entretien spécifique, des autres entretiens, d'y associer des outils pédagogiques spécifiques pour l'enfant et des outils de support pour les soignants et de pouvoir former l'équipe à ça. Pour ça, on se base sur un projet qui a été développé au centre hospitalier de Montreuil, parce qu'on a un des médecins de ce centre qui a travaillé longtemps dans ce centre, qui est venu travailler chez nous pendant 6 mois grâce au Covid, et qui nous a présenté ce projet et qui nous paraît super intéressant. Donc on va se baser sur ce qu'ils avaient fait eux, et puis on va ensuite l'adapter en local. Donc voilà, c'est un service qui a fait monter un projet, construit ce projet, eu des supports papier, avec des fiches support, des petits livrets à distribuer aux enfants, voilà, dans une mallette, la mallette Maëva, dont on devrait la recevoir nous cette semaine, et pour ensuite l'adapter sur notre terrain local si c'était nécessaire. Parmi les items abordés par la conférence de consensus dont je vous parlais au tout début, il est mentionné la façon de personnaliser un processus décisionnel. Alors ça, c'est quelque chose qui vient souvent en 3e, 4e, 5e ligne dans la prise en charge du patient en réanimation. Le patient doit prendre part à sa prise en charge autant que possible. Chez nous, dans nos services, c'est parfois extrêmement compliqué. Et il y a tout d'abord une dimension d'évaluer la compétence du patient. Parce que même chez les patients conscients avec qui on communique, c'est parfois difficile de se dire qu'ils puissent, en pleine conscience, prendre part au processus décisionnel. Cependant, il faut rechercher justement l'aptitude à recevoir et à comprendre les informations qu'on va leur délivrer, l'aptitude à raisonner avec discernement, parce que si on leur pose des questions sur les stratégies de soins, il faut qu'on voit s'ils en sont capables de comprendre les bénéfices et les risques, et de voir s'ils sont en mesure de formuler des choix pour des stratégies de prise en charge au début, ou quand on arrive dans des phases de limitation des thérapeutiques, comme vous l'avez abordé ce matin. Il n'y a pas de recette pour faire cette évaluation. Et évidemment, ça varie au cours du séjour. Et c'est toute l'importance des directives anticipées, de la présence d'une personne de confiance, à défaut d'une personne référente, et de bien pouvoir faire la différence, parce que sur un plan légal, judiciaire, ça n'a pas la même valeur, et d'évaluer aussi leurs compétences, parce que souvent, la personne de confiance, c'est le proche le plus direct, et qui lui-même peut ne pas avoir de capacité de discernement à la phase initiale, ou même à la phase plus tardive du séjour en réanimation. Les futures actions à développer qu'on a identifiées, nous, dans le service, c'est de mettre en place une consultation après la réanimation. C'est des choses qui sont faites par plusieurs équipes.
qui, selon la façon dont c'est conçu, ont des résultats variables. Ce qui est assez intéressant, c'est quand c'est conçu en réseau avec d'autres praticiens, et notamment avec des psychiatres et des psychologues. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de dépression, beaucoup de syndrome de stress post-traumatique. Nous, soignants de la réanimation, c'est pas notre corps de métier. On ne sait déjà pas forcément bien le détecter, on ne sait quand même pas très bien le prendre en charge. Donc il faut qu'on se fasse aider de psychologues et de psychiatres pour le détecter à distance et proposer des filières de prise en charge. Il faut souvent que ces consultations elles soient faites dans un lieu différent de la réanimation parce que c'est traumatisant pour les familles. Les patients ils s'en souviennent moins du lieu de la réanimation, mais certains quand même. Mais c'est traumatisant de revenir sur le site de la réanimation. On peut essayer d'optimiser l'environnement, on peut développer les soins de socio-esthétiques, on peut développer la musicothérapie, on peut développer l'hypnose thérapeutique. Certains proposent une biographie sensorielle du patient pour savoir, dès l'entrée, quand on interroge la famille, voilà, les goûts qu'ils aiment, les odeurs, les couleurs. Alors on le fait un petit peu, les musiques, les lectures, etc. Mais on peut adapter. Là, je vous avais fait juste une diapo rapidement sur, encore, j'insiste sur cet état stress post-traumatique. Il y a des échelles validées justement pour nous aider au diagnostic. Et pour conclure, il y a aussi des témoignages de patients. Je vous ai fait des témoignages de soignants sur les gens de notre bord. Il y a des témoignages de patients. Et ça, c'est une femme qui est venue nous présenter son livre qu'elle a écrit. C'est une comédienne qui a été hospitalisée en réanimation sur une réanimation parisienne, pas la nôtre, pour choc cardiogénique et myocardite et qui a eu une ECMO. Et elle raconte de façon extrêmement poignante son séjour hospitalier en réanimation, en soins intensifs cardiologiques, en réadaptation, etc. Et voilà, et d'entendre, de voir qu'on appuie avec la sonde recouverte de gel froid en dessous de mon sein et qu'on dit « Oh là là, ça va pas du tout, pas du tout du tout, pas du tout », alors qu'on est parfaitement conscient, on s'en souvient. Je vous remercie. Et puis on a un peu de temps, je pense, pour des questions ou des échanges. Oui, on fait venir les chiens dans la salle d'attente.